Atticus Lich, c'est le monsieur qui est là-bas, qui ne quitte pas son gros sac à dos. Il a tous ses trésors dedans. Voilà, et qui nous parlera d'un livre dont beaucoup de personnes m'ont parlé, parce que c'est un livre qui les a marqués, qui s'intitule Parmi les loups et les bandits, un livre traduit par Céline Leroy et paru chez Buchet-Chastel. À côté de lui, Dominique Chevalier, je ne vais pas vous la représenter, vous la connaissez. À côté de Dominique Chevalier, Mégane Abbott, qui va nous parler d'un livre qui s'intitule Jeune Espoir, qui est paru aux éditions Le Masque, qui a été traduit par Jean Hesch. Et puis, à côté de Christophe, Laird Hunt, qui va nous parler de son livre Never Home, paru chez Actes Sud, qui a été traduit par Anne-Laure Tissu. Et il n'a pas besoin de traducteur parce qu'il parle bien français. Voilà, merci, super, bravo, oui, bravo. Alors, on va commencer, je crois, parce que Christophe, c'est quelqu'un de très galant. Donc, il m'a dit, attends, il y a une femme sur ce plateau, je commence par elle. Donc, on commence par Mégane Abbott, qui est née à Détroit, qui est l'auteur de 7 romans. Alors qu'elle fait si jeune, on a l'impression qu'elle vient tout juste de débuter. Elle a obtenu le prestigieux prix Edgar Allan Poe, qui récompense les meilleures œuvres policières. Elle est docteure en littérature anglaise et américaine à l'université de New York, ville où elle vit. Elle écrit aussi pour différents journaux comme le New York Times, le Guardian et le Wall Street Journal. Voilà, et donc Christophe va nous parler un petit peu du livre avant qu'on en écoute un extrait. Oui. Alors le livre, en fait, je crois qu'il y a dû y avoir quelques aventures autour du titre. Le titre, c'est Avant que tout se brise. Jeune espoir avec... Jeune espoir, Oui. c'est elle qui est un jeune espoir, non, même pas parce qu'elle a déjà beaucoup de livres derrière elle. Non, c'est un livre qui avait été donné au tout départ, voilà, avant que le vrai titre ne soit entériné, voilà, avant que tout se brise, bien sûr. Alors tout à l'heure, on s'est beaucoup attardé sur les fins de livres. Donc moi, pour résumer celui de Mégane, je vais commencer par le début et par la scène qui ouvre le livre. En fait, on est à une fête qui est organisée en l'honneur de Devon Knox. Devon Knox, c'est une jeune fille adolescente et prodige de la gymnastique qui fait la fierté et les espoirs de son club. Donc cette fête va venir célébrer une victoire magnifique dans une compétition régionale, mais qui va sans doute ouvrir les portes à Devon pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc, à cette fête assiste toute la petite communauté du club, donc les autres athlètes, mais aussi les parents de ces jeunes filles, le coach, tout le staff du club, et donc les parents et la famille de Devon. Ses parents, ce sont Cathy et Eric, qui passent tout leur temps, leur énergie, leur argent aussi à aider Devon à devenir la championne qu'ils espèrent tous qu'elle va devenir. Et il y a Drew, le petit frère, qui lui suit un petit peu, il n'a pas vraiment d'autre choix, donc il suit l'organisation de cette famille qui gravite autour de la construction du succès de Devon. Il est drôlement sympa, ce petit garçon. Il est très sympa. C'est mon préféré dans l'histoire. Voilà. Alors, donc la fête bat son plein. L'alcool coule à flot, la musique... Tu racontes pas tout, parce qu'on écoute un extrait. Je raconte pas tout. Non. Je voudrais juste dire que derrière cette belle image de façade, on sent qu'un drame plane. Et effectivement, la promesse du drame sera tenue. Et on va voir à la suite d'un décès inexpliqué pendant une bonne partie du livre, que cette petite communauté va se désagréger et vivre au fil des rumeurs, des non-dits, des jalousies, et tout va exploser.
et va forcer Cathy, la mère, à se poser la question de savoir jusqu'où elle est prête à aller pour protéger sa fille et sa famille du danger qui les guette. Voilà. Voilà, très bien. Alors, on en écoute tout de suite un extrait. Je crois que c'est Laure qui revient, Laure Abbott, Laure Abbott. Oh là là, je commence à être fatiguée déjà. Laure Perlot qui revient donc nous lire la première page de ce livre, Avant que tout se brise. Allez Devon, super Nox. Prochaine étape, les éliminatoires élites. Belle Stars pour la vie. Championne régionale. Les banderoles plastifiées accrochées devant la bouche d'aération ondulaient, le restaurant grouillait de parents, les gymnastes hochaient la tête en rythme, la musique se déversait des lourdes enceintes posées en équilibre sur le rebord des fenêtres. 3 médailles se balançaient autour du cou de Devon, 2 en argent, 1 en or. Son premier titre de championne régionale au saut de cheval. « Je suis très fière de toi, ma chérie », glissa Cathy à l'oreille de sa fille. Tu sais tout faire. Plus tard, Cathy verrait dans cette soirée la clé de tout ce qui arriva par la suite, le code secret. Mais sur le moment, ce n'était qu'une fête, une célébration comme des dizaines d'autres, en l'honneur de leur exceptionnelle fille de 15 ans. Dans 6 mois, Devon participerait aux éliminatoires élites, et après des années de labeur douloureux et de déchirures aux ischio-jambiers, 25 000 $ de relevés de cartes bancaires et un unique faux pas, fatidique. Lors des dernières qualifications, elle endosserait enfin la cape d'élite senior. À partir de là, tout semblait possible. Tout brillait. La boule disco qui tournoyait au plafond, les flammes des boîtes de sterno qui tremblotaient sous les kebabs, les plats de lomi-lomi déposés sur de longues tables bordées de raffia, décorées de bougies dans des noix de coco et des ananas que Cathy avait aidé à creuser à l'aide d'une cuillère à glace. Tout le monde portait un collier de fleurs en l'honneur du thème polynésien choisi par le club de supporters. Et Cathy surprit Devon à respirer le sien, le seul fabriqué avec de véritables orchidées, violettes et vertes, que le coach T en personne, exalté, lui avait passé au court du cou, alors qu'elle franchissait l'arche de chaume sous un tonnerre d'applaudissements. « Acclamez notre Devon », avait-il exhorté de sa grosse voix, « car l'avenir de Belle Stars repose sur ses solides épaules. » Cathy n'avait jamais vu sa fille ivre d'excitation à ce point. C'était peut-être l'ambiance, ou le gobelet de punch qu'Éric l'avait autorisé à boire, histoire de l'aider à se libérer un peu de cet étau qui l'emprisonnait en permanence. Voilà, et quant à la suite, bravo, merci Laure. Eh bien la suite, vous allez vous en avoir une petite idée peut-être avec l'interview de Christophe, mais on ne vous dira pas. La suite, je vous invite vraiment à la hors de découvrir. question. Elle vaut le détour. Alors moi j'avais envie de poser une question, d'abord une question un peu générale, puisque pas uniquement reliée au 8e roman de Meghan, mais sur l'ensemble de son œuvre. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le genre du thriller, avec ses principes et ses codes spécifiques, pour écrire vos histoires? Est-ce que cette forme-là vous permet d'explorer d'une manière particulière les relations humaines? Yes, as a child, I always watched what we would call film noir, and always was very taken by the intensity of emotion in those movies. Oui, quand j'étais petite, je voyais beaucoup de ce que vous appelez des films noirs, et j'étais toujours très impressionnée par l'intensité des émotions qu'on a dans ces films. And passions ran so high in them, and everybody felt everything so intensely, and it just swept me away. So it was less the crime itself than the mood, the atmosphere, the feeling, the character. Et les sentiments, les passions étaient tellement intenses, etc. Donc pour moi, ce qui était intéressant, c'était pas tellement le crime, mais c'était la façon dont tout ça était exprimé. So I to me, that made story. That just it drew me in, and I started reading crime novels, Raymond Chandler, James M. Cain, and then I just didn't stop. And so when I started writing, I just was trying to write my way into the world of those books and movies. Et donc ça m'a tellement plu que je me suis mise à lire des polars, mais les polars classiques, les Chester Himes, les James Cain, Le facteur sonne toujours deux fois, etc. Et j'aimais tellement ces livres qu'après, quand moi j'ai commencé à écrire, j'ai voulu me glisser dans cette filière-là.
J'ai même cru comprendre que vous vouiez une grande admiration à Raymond Chandler et que vous auriez volontiers bu un gimlet avec son héros Philippe Marlowe. Vous auriez volontiers bu un gimlet avec Philippe Marlowe. Yes. I recently was asked what my fantasy experience of meeting a writer, living or dead, would be, and I said to drink a gimlet with Raymond Chandler. Oui, on m'a demandé quel serait mon rêve concernant un écrivain ou des livres qui soient vivants ou morts. Et j'ai dit, voilà, c'était de boire un gimlet avec Raymond Chandler. Alors, pour en revenir avant que tout se brise, je voulais savoir qu'est-ce qui a été le point de départ de l'idée de ce roman. Est-ce que c'est cet enfant prodige et ses relations avec sa famille qui vous a intéressé au départ? Est-ce que c'est le milieu de la gymnastique ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Yes, I always wanted to write a book about a prodigy, but I didn't know what the prodigy would be. Math, music, I wasn't sure. And then it was really watching the last Olympics. Oui, j'ai toujours voulu écrire un livre sur quelqu'un qui était un prodige, mais je ne savais pas de quel genre, mathématiques, musique, etc. Et puis, j'ai regardé les Jeux Olympiques. There was this video footage of two parents of one of the U.S. Olympic gymnasts, Allie Raisman, and they were watching her, and they were so fixated watching their daughter, and they were this team, they were united, and they moved when she would move, and when she would let her hands go of the bar, they would do this, and I just thought, I was became very interested in a marriage, how that a marriage operates with that kind of, when it's all being sort of triangulated through the child. Et puis donc j'ai vu en particulier une émission qui montrait une jeune gymnaste américaine et il se trouve que la caméra montrait les parents de cette jeune gymnaste et ils étaient tous les deux complètement fixés sur ce que faisait leur fille. Ils étaient comme une équipe totalement soudée, ils bougeaient en même temps qu'elle, ils sursautaient quand ses mains lâchaient la barre et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Je me suis dit qu'il fallait absolument explorer comment un mariage pouvait fonctionner avec cet objectif unique quand la vie de toute une famille est triangulée par cette attention sur la gamine. Alors, dans votre livre, au fur et à mesure des informations que le lecteur obtient sur les explications sur la mort de Ryan, on a l'impression que plus on a d'informations, plus les doutes et les questions augmentent. Est-ce que vous avez pris un soin particulier dans l'écriture et dans la distillation des informations quant à la résolution de l'énigme et pour mettre le lecteur face à ces questions de plus en plus profondes et obsédantes? Yes, I wanted to structure it. I always loved, like James M. Cain, Postman Always Rings Twice, those crime novels that are almost like confessions, and the author sort of whispering in the reader's ear. Oui, j'ai toujours été fascinée du point de vue de la structure, par des structures comme celle de James Cain, le facteur sonne toujours deux fois, cette façon qu'a la voix narrative, enfin l'auteur, de susurrer à l'oreille du lecteur. So the idea was the reader thinks they want to know who caused this death, but really I always believe the Raymond Chandler thing, which is not real. People want to know that, but they also want to know lots of other things. They really want to know the psychology. They want to know what the secret in these relationships are, the lies that parents and children tell themselves. And so you get the reader in with the crime, but then hopefully the reader comes with you to answer all these other questions. Oui, parce que comme le dit Raymond Chandler, évidemment, on veut savoir qui a commis le crime, c'est sûr, mais on veut aussi savoir tout un tas d'autres choses. Et tout ce qui tourne autour, la psychologie, les secrets, les mensonges à l'intérieur d'une famille, etc. Et donc, on accroche le lecteur avec le crime, et puis avec un petit peu de chance, il va continuer à vous suivre au travers de toutes ces autres questions qu'on va essayer de résoudre. Et alors, je voulais savoir aussi, le danger vient d'un peu partout, tout au moins la menace du danger dans votre livre, mais on a l'impression qu'elle est encore plus forte
parmi les gens avec lesquels on vit, qu'on aime, qu'on croit connaître. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet aspect Est-ce que le danger de l'intérieur est plus grand que celui qui vient de l'extérieur? Yes, I love police procedurals and I love detective novels, but I'm not a cop and I'm not a detective. But I always think most readers, we have families or we have husbands or wives and we have children, so that in some ways our greatest fears are really in the domestic sphere. So that was my focus. Oui, alors j'aime beaucoup les romans policiers où il y a des histoires de détectives, etc., et de flics qui vont d'indice en indice. Mais bon, je ne suis pas policier. En revanche, nous tous, on a des familles, on a éventuellement des pères, des mères, des enfants, etc. Et on est toujours effectivement intéressé par ce qui se passe tout autour. Donc ça, on peut l'explorer. C'est une intrigue très très originale, vraiment très différente de ce qu'on peut lire dans les thrillers. Et juste une chose que je voulais ajouter, si tu permets Christophe, il y a pas mal de citations de Nadia Comaneci, tirées de son livre Lettres à une jeune gymnaste, et particulièrement celle-ci. Mais parfois je me demande aujourd'hui encore si le courage n'est pas un synonyme de désespoir. À méditer. It's a great book. C'est un magnifique livre, ce livre de Nadia Comaneci. Yes, and it was a big inspiration because in Nadia Comaneci's memoir, Letters to a Young Gymnast is the English title. She speaks with such intensity and focus. It almost reads like a Patricia Highsmith novel, a crime novel. She's so intense and fascinating. So she was a big inspiration for the voice of Devon, the gymnast. Elle a été une grande source d'inspiration, évidemment, Nadia Comaneci, pour la voix de Devon, mais elle a écrit un livre absolument magnifique, donc Mémoires d'une jeune gymnaste, qui, c'est effectivement des mémoires, mais c'est écrit de telle manière qu'on penserait que c'est véritablement un roman et un thriller. C'est absolument magnifique, d'intensité. Voilà, alors on passe maintenant au livre d'Atticus Leach, Parmi les loups et les bandits, qui a été traduit par Céline Leroy et qui est paru chez Buchet-Chastel. Alors Atticus Leach est le fils d'un légendaire éditeur que vous connaissez peut-être, moi pas, Gordon Leach. Il a enchaîné, alors très souvent, on trouve dans les biographies des auteurs américains ce genre de choses. Il a enchaîné les petits boulots, il a fait saisonnier en usine, télémarketeur, déménageur. Mais il a aussi servi dans les Marines. Et après, ça se termine, la phrase d'après, c'est « et se consacre aujourd'hui à l'écriture ». Et moi, je me dis, waouh, ils sont quand même forts, ces Américains. Ils peuvent passer de tas de petits boulots comme ça, et paf, devenir écrivain. Bon, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, ce livre dont on va parler Christophe maintenant fait beaucoup parler, justement. C'est un livre aussi très intéressant. Il fait beaucoup parler parce que c'est un livre d'une force exceptionnelle. C'est un premier roman, je le rappelle. Et alors, dans ce premier roman, Atticus Leach nous emmène à New York sur les pas d'abord d'une jeune femme qui s'appelle Su Lei, qui est une clandestine chinoise qui, après un périple assez compliqué et pénible, est arrivée à New York et tente d'y survivre en enchaînant les petits boulots les plus exténuants et sordides, en logeant dans des endroits où l'inconfort est total, le danger permanent. Et dans cette lutte qu'elle mène pour survivre, elle va rencontrer un jour un homme. Cet homme s'appelle Brad Skinner. Lui, il arrive à New York après être revenu, c'est un vétéran de la guerre d'Irak. Donc il est revenu de cette guerre brisé, cassé par tout ce qu'il y a vu et vécu. Et ces deux-là vont se retrouver, s'aimer d'une manière très intense, profonde et désespérée aussi. Et à travers cette histoire d'amour entre Su Lei et Brad, ça va être l'occasion pour Atticus Leach de nous décrire un monde, le peuple d'en bas, The People of the Abyss, pour reprendre un titre de Jack London, ces gens déshérités qui
qui sont le corps organique de la ville, mais qui sont invisibles et dont on ignore tout des difficultés extrêmes. Et donc, Atticus pourra nous en parler un petit peu plus longuement. Alors tout à l'heure. le titre français est un peu comme ça, un peu Un peu mystérieux bizarre, oui. et ne correspond pas vraiment au titre anglais Pas qui du est tout. Preparation for the the next Next Life. Voilà, donc ça il fallait le dire. Il faut dire aussi que ce livre a été couronné de nombreux prix, dont le PEN Faulkner Award. Et on va tout de suite en écouter un extrait, si Alice Beag veut bien revenir nous rejoindre. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom, Alice. Ça va? Bon, merci. Elle vient nous rejoindre pour nous lire la première page de ce livre. Elle arriva par Archer, Bridgeport, Nenouet, travailla à différents points de l'Interstate 95, en jean et veste de Nîmes, claquettes de piscine aux pieds, sac en plastique et numéro de téléphone à la main, attendant dans un passage souterrain, le paquet de chips vide depuis longtemps, prise de vertige. Ils vinrent la chercher sur l'autoroute, près d'un hangar tout blanc. Un panneau indiquait un magasin de surplus militaire. Il y avait des pneus dans les arbres. Une fourgonnette se rangea, un roi des singes sur le tableau de bord, et elle monta dans le véhicule. Les hommes la conduisirent à un motel 8 et l'installèrent dans une chambre avec 1 litre de soda orange et une demi-douzaine de femmes originaires du Fujian. Elle écouta les camions défiler toute la nuit et la clim ronronner. Ils lui fournirent une blouse avec un écusson ainsi qu'une visière, l'odeur des particules de graisse incrustées dans le tissu. Tout le monde lui dit « Faut être rapide parce que patron, il surveille ». Elles ne parlaient pas les mêmes dialectes, alors elles utilisaient l'anglais. Le premier jour, ses vieilles baskets glissèrent sur de l'huile. Elle fit tomber une commande, les nouilles giclèrent comme des vers, et cette nuit-là, elle se tourna à côté mur, la mâchoire contractée, clignant des yeux. Les Américains se garaient devant, leur pick-up cliquetant au soleil, et entraient d'un pas lent et silencieux, affublés de leurs bandanas et de leurs débardeurs. Ils posaient un coude sur le comptoir et pointaient un gros doigt sur le menu et disaient « Je vais prendre ça ». Les Noirs entraient en tenant ce qu'ils allaient dépenser au creux de la main, les billets en liasse et la monnaie. « Je peux avoir des ailes de poulet avec ça ? C'est quoi que je peux avoir alors, avec ce que j'ai alors ?» Elle savait dire « OK ». Quand il pointait le menu, elle se débrouillait très bien. À Nanouette, il voulait le buffet à volonté. Elle comprenait. Il faut plus de ça ? OK. Elle savait se dépêcher pour aller chercher quelque chose, travailler 14 heures par jour, tous les jours, pendant 10, 11 jours, jusqu'à obtenir une journée pause clope, comme le patron l'appelait. Parce que c'était toujours mieux que ramasser les déchets dans les rizières au sud du fleuve. Merci beaucoup. Donc, parmi les loups et les bandits. Alors, Atticus Lich, je voulais vous poser une première question. Dans votre roman, il y a la précision de votre écriture qui est assez stupéfiante, mais il y a aussi la précision, comme on vient de le découvrir dans cet extrait, la précision sur le monde invisible que vous décrivez, sur ces petits boulots, sur ces... on a l'impression soit que vous avez fait un gros travail d'enquête, soit que vous avez fait vous-même tous ces petits boulots, soit un mélange des deux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Yes, I did do a few odd jobs, including working at a Chinese restaurant when I was younger. It was called Wong's Boston, and I was the soda boy, so you fill up the sodas for lunchtime. Oui, j'ai fait... Ça
marche plus, si. J'ai fait beaucoup de petits boulots et entre autres quand j'étais bien plus jeune, en effet, j'ai travaillé dans un restaurant chinois qui s'appelait Wang Boston et j'étais le garçon affecté à la boisson. Donc vous savez, vous remplissez les grands gobelets de boisson et puis vous les apportez sur les tables. And I just remembered that I made a mistake during my first day working there. I tried to slide a soda down the counter, kind of like a bartender, and it fell over. And my boss, Jimmy Wong, said, "Never do that again." Et je me souviens que le premier jour, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai voulu faire glisser le gobelet de soda le long du comptoir, vous savez, comme dans les westerns. Et alors, évidemment, il a dépassé le comptoir, il est tombé, il éclaboussait partout. Et mon boss, Jimmy Wong, m'a dit, tu ne refais jamais ça. But to answer your question more seriously, one day my wife Beth and I were up in Nanuet, one of the towns mentioned in the beginning, and we saw a Chinese man come up to me and he appeared to ask me for help. And as he was trying to talk to me, a van came up and picked him up and took him away. And I believe he was a worker at a Chinese restaurant like Zolé works at. Mais pour répondre plus sérieusement, il y a une anecdote. Enfin, j'étais avec ma femme à Nanuet, dans un des coins dont on parle dans le roman, et un Chinois s'est approché de moi, monsieur Chinois s'est approché de moi et a commencé à me parler. Et apparemment, il cherchait de l'aide. Et pendant qu'il était en train de me parler, une camionnette est arrivée et l'a embarqué. And that was where the beginning of the book came from. Et c'est de là que vient le début du livre. D'accord. Et alors, je trouve qu'on est frappé en lisant votre roman par le naturel de la langue et notamment du parler de vos personnages. Est-ce que vous êtes concentré sur ce travail de transposition de l'oralité à l'écrit? Parce que c'est d'un naturel et d'une justesse qui est assez stupéfiante, je trouve. Actually, I did try to write the way I talked and the way I hear other people talking in New York City. I figured that sometimes the best is the most natural. Oui, j'ai essayé d'écrire comme je parle et comme parlent les gens à New York. De temps en temps, j'ai l'impression que le mieux, c'est le plus naturel. Et alors, dans votre livre, à travers l'histoire de ce couple et de ces mondes invisibles, on sent aussi tout le désenchantement, et le mot est sans doute faible, le désenchantement de l'Amérique post-11 septembre. Et je voulais savoir si dans votre livre, vous aviez voulu aussi y mettre un contenu politique. The disillusionment that you refer to was really my own. I went through a period of alienation from my own country after 9/11. I didn't think we should have declared war in Iraq, and I couldn't understand why most of my fellow citizens thought it was okay. La désillusion, le désenchantement auquel vous faites allusion, c'était le mien. Je me suis sentie même en état de totale aliénation avec mon propre pays après le 11 septembre. Je pensais que c'était une idiotie absolue d'aller en Irak et je ne comprenais pas pourquoi la majorité de mes concitoyens trouvaient que c'était une bonne idée. And I will also add that I was appalled by the Patriot Act. It frightened me. It's a frightening idea that you can just scoop people up and put them in jail without trial. Et d'autre part, j'étais absolument effrayée par le Patriot Act, cette loi qui fait qu'on peut ramasser des gens comme ça et les mettre en prison sans leur proposer de faire, sans procès.
Une dernière question, parce que là, on s'est beaucoup attardé sur la dureté du sujet de votre livre et de la vie de vos personnages. Mais je voudrais aussi signaler que tout ça est contrebalancé par une certaine légèreté et des images d'un lyrisme tout à fait particulier. Parfois, Zuley et Brad ont des jeux auxquels joueraient des enfants de 10 ans. Il y a une grande tendresse aussi dans votre livre. Et est-ce que vous pourriez nous parler, est-ce que vous avez volontairement voulu équilibrer ou contrebalancer cet aspect violent et dur d'une grande partie de l'histoire avec ces moments plus légers? Well, I felt that the novelist is a dramatist, and he or she has to take the reader through a dramatic experience. And if you want to create a tragedy where something is lost, first you have to know that there is something to lose. So that's why I tried to bring things high before I took them low. Je pense qu'un romancier, c'est comme un dramaturge. Il doit mener son lecteur au travers de toute une expérience. Et si cette expérience est tragique, et si quelque chose est perdu, alors il faut qu'au départ, on sache qu'il y ait quelque chose à perdre. C'est pour ça que j'ai voulu mener mon lecteur d'abord vers les hauteurs, pour ensuite pouvoir descendre. Alors moi, je voulais juste savoir, ce livre est paru aux États-Unis, je crois, en 2014. Il est paru en France, donc en 2016. Il vient de paraître en France. Il a déjà été traduit dans de nombreuses langues. C'est un premier roman. Bon, je dois me dire, j'ai envie de savoir si maintenant, pour vous définir, vous êtes écrivain, point final. Ou point de commencement, d'ailleurs. Yes, I would first like to thank my translator, Celine, who is sitting right there. And she deserves an equal measure of thanks. Otherwise, I wouldn't be here at all. And so thank you to her. Another thing, my publisher, Juliette, helped me figure out the title, Parmi le Loup and Bandit, which is a reference to Zuley, my heroine's childhood, the myths that her mother told her. And yes, now I am a writer for full time. Alors, d'abord, je voudrais absolument remercier Céline, ma traductrice. Alors, elle ici. est en face de nous, je ne le savais pas, Céline Leroy. Et parce que son mérite est égal au mien, puisque sans elle, je ne serais pas ici. Je voudrais parler aussi de mon éditrice, Juliette, qui a travaillé avec moi pour composer le titre français de ce roman, Parmi les loups et les bandits, qui est en fait une référence au mythe que la maman de Zuley lui racontait quand elle était petite. Voilà, très bien, merci. On a Et effectivement, je suis maintenant écrivain à plein temps. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant au livre de Laird Hunt, qui va donc nous parler en français. C'est magnifique, un livre paru chez Actes Sud, et je le rappelle, qui a été traduit de l'américain par Anne-Laure Tissu. Alors, c'est amusant parce qu'elle est la traductrice de Laird. Elle n'est pas sur ce plateau puisqu'il parle français, mais on la retrouvera pour traduire d'autres écrivains, c'est ça ? Je voulais la remercier particulièrement parce que Anne-Laure est traductrice. Nous la connaissons depuis de nombreuses années. Elle était venue faire l'interprète de l'auteur qu'elle avait traduit, Nick Flynn, il y a quelques années. Et elle avait été tellement merveilleuse que quand cette année j'ai vu qu'il y avait Laird Hunt, mais que j'ai appris qu'il savait parler français, j'ai quand même contacté Anne-Laure en lui disant « Écoute, tu voudrais pas venir et t'occuper de faire l'interprète d'auteurs que tu n'as pas traduit ?» Et elle nous a dit oui, donc c'est vraiment formidable. Attendez-vous, Céline, à avoir une proposition pendant 2 ans. Hein. Voilà, bon, alors donc, on découvre ce livre qui s'intitule Never Home, et dont tu vas nous résumer un petit peu la trame dans un instant. Auparavant, je voudrais juste dire que Laird Hunt est l'auteur de plusieurs romans, dont 4 ont déjà été publiés en France par Actes Sud, que vous travaillez aux Nations Unies toujours ? Non, vous avez travaillé aux Nations Unies. Vous intervenez maintenant dans un programme de creative writing, c'est ça, de l'université de Denver, dans l'État du Colorado. Vous vivez à Boulder.
c'est ça, avec une femme poétesse, oui. paraît-il. C'est pas mal. Hein. Formidable, pas mal, non? Pas mal. Voilà, et donc Never Home. Vas-y, mon cher Et Christophe. donc Never Home. Et donc je reviens là aussi au début, parce que la première phrase expose de manière très claire, précise et magnifique ce dont il va être question ultérieurement. Donc cette première phrase, vous l'entendrez mieux dite que par moi avec nos lecteurs et lectrices. Donc cette première phrase, c'est « J'étais forte, lui pas. Ce fut donc moi qui partis au combat pour défendre la République. » Voilà, donc l'histoire se passe pendant la guerre de sécession. Constance vit avec son mari Bartholomew dans une petite ferme de l'Indiana. Et son mari étant trop faible, c'est elle qui va aller se battre en se travestissant en homme. Donc elle va quitter sa ferme, aller se battre et on va suivre son parcours dans cette guerre, ses combats, mais aussi ses errances, à un moment où, à la suite d'une bataille particulièrement violente, elle est blessée et peine à retrouver la trace de son régiment. Le livre est ponctué aussi des lettres que s'envoie Constance, qui maintenant est devenue Ash Thompson, puisqu'elle a changé, en se travestissant, elle a aussi changé d'identité. Donc elle envoie des lettres pour raconter sa guerre à Bartholomew, qui lui répond. Et donc il y a cette espèce d'odyssée, parce qu'effectivement on pense à l'Odyssée d'Homère, sauf que, comme vous le faites dire à un de vos personnages, cette fois c'est Pénélope qui est partie à la guerre et Ulysse qui est resté à la maison. Donc il y a ce côté Odyssée, mais on est aussi par moments dans du roman presque picaresque. On est aussi, j'ai l'impression, parce que même si Ash Thompson part à la guerre parce qu'elle se sent, elle a besoin d'aller se battre, c'est aussi pour s'éprouver elle-même et se retrouver, c'est-à-dire que cette idée de genre, elle est à la fois présente dans les codes littéraires que vous donnez à votre roman, et puis aussi dans les genres sur la masculinité, la féminité et l'identité. Voilà, donc allez lire ce livre, parce que c'est un grand livre et c'est un des plus beaux personnages féminins de la littérature américaine que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc, ce plateau s'intitule « Au nom de l'amour ». On a parlé de l'amour tout à l'heure, de l'amour un peu fou des parents pour cette jeune gymnaste. On a parlé de l'amour aussi dans le livre d'Atticus Lich. Et là, il y a une très, très belle histoire d'amour entre cette femme et cet homme qui reste à la maison. C'est assez étonnant. Mais tout de suite, on va en découvrir un extrait. Alors, on accueille un de nos nouveaux lecteurs ce soir, qui fait lui aussi partie de la Sorbonne sonore, et qui vient nous lire un extrait. Il s'appelle Sébastien Pires-Léral. Bienvenue. On dit Léral ou Leral? En fait, c'est Léal. Ah bah, pourquoi j'ai mal écrit tout le temps? On m'a donné une mauvaise information. Léal, d'accord. J'étais forte, lui pas. Ce fut donc moi qui partis au combat pour défendre la République. Je franchis la frontière, quittant l'Indiana pour l'Ohio. $20, 2 sandwichs au petit salé, accompagnés de biscuits, de cornes de bif, de 6 pommes flétries, de sous-vêtements propres et aussi d'une couverture. Il y avait la chaleur dans l'air, donc je me mis en marche en bras de chemise, le chapeau bien enfoncé sur les yeux. Je n'étais pas la seule à chercher à m'engager, et au bout d'un moment, nous étions toute une troupe. Les fermiers nous acclamaient au passage, nous donnaient à manger, leur meilleure place à l'ombre pour nous reposer. Ils jouaient de leur violon, enfin, tout ce que vous avez entendu dire sur les commencements, même si 1 an déjà avait passé depuis Fort Sumter, et que la première bataille de Bull Run avait eu lieu, que Shiloh avait emporté son lot d'âmes, et que c'en était fini des commencements, et pour de bon. La 10e ou 11e nuit passée sur la route, on but du whisky et on brailla sous les étoiles. Il y eut une course à pied, du lancer de couteau,
un concours à qui avalerait le plus de biscuits, à qui était le plus fort. L'un des gars essaya de me défier au bras de fer et eut la main écorchée quand je la plaquai contre la table. Aucun des autres ne tenta sa chance. Il y eut bien aux abords de Catering cette vieille femme qui, ayant tiré pour moi de l'eau de son puits, me regarda avec insistance tout en me tendant la tasse. Elle me dit de faire attention à moi. À part elle, nul ne vit ce que j'étais. Je dormis tout simplement comme une souche, tout le temps que dura cette marche. J'envoyai ma première lettre à Bartholomew depuis Dayton. Je lui envoyais à peu près la même à Cincinnati. Je lui écrivais qu'il me manquait terriblement, que j'étais terriblement heureuse aussi. Alors, Laird, je voulais savoir, l'histoire d'Ash Thompson s'inspire de nombreux exemples qui ont réellement existé pendant la guerre de sécession. Je crois qu'on a dénombré plus de 400 exemples de femmes qui sont parties au combat déguisées en hommes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce pan de l'histoire américaine, et qu'est-ce qui vous a donné envie de bâtir une histoire en partant de sous cet angle-là et avec ce point de départ? En fait, c'est une histoire un peu perdue, une histoire qu'on ne connaît pas très très bien chez nous en fait. Et c'est vrai que quand le livre est sorti et quand on commençait à lire le bouquin, il y avait certains gens qui m'ont dit ouais, vous avez vraiment inventé quelque chose d'intéressant et super, c'est sublime. J'ai dit j'ai rien inventé, parce qu'il y avait des centaines de femmes qui avaient fait cette chose justement. Mais maintenant, on ne connaît pas cette histoire et c'est ça ce qui m'intéresse. Tout à l'heure, je regardais le tableau qui est en dessus de nous, de ce plateau, où on voit la chasse aux sangliers. Et je me suis dit, oui, tiens, c'est ça exactement qui m'intéresse. Ce qui se passe loin du château, ce qui se passe loin du donjon. L'histoire qu'on ne connaît pas forcément si bien que ça. Je ne sais pas, c'est peut-être le roi qui chasse là-haut, mais ce n'est pas ça forcément qui m'intéresse. C'est ces vies que Pierre Michon dit minuscules. Mais pour moi, les vies minuscules sont essentielles. Et ces femmes qui sont parties faire la guerre il y a 150 ans, c'est des vies essentielles et magnifiques. Et je me suis beaucoup inspiré de leur propre vie en écrivant ce roman. Et alors, il y a cette violence, la violence des combats, l'humiliation, les conditions difficiles de l'emprisonnement. Mais il y a aussi, on en parlait tout à l'heure avec Atticus Leach, il y a aussi beaucoup de douceur, beaucoup d'images d'une grande poésie. On y croise, on y cueille beaucoup de fleurs, des tulipes, des jonquilles, des iris, des zinnias, que je ne connaissais pas moi. C'était la fleur préférée de ma grand-mère, les zinnias. Voilà. Et certains baisers ont même le goût de tilleul. Vous vouliez aussi mettre cette douceur dans cette histoire sombre et rude? Ah oui, mais la vie est complexe, et les êtres humains sont complexes aussi. Et donc, on peut bien être le plus fort, la plus forte dans la salle, mais en même temps apprécier les choses belles et simples, comme les fleurs, comme les odeurs et les jolis tableaux, les tableaux intéressants. Pour moi, ça m'a toujours attiré. Ces gens qui étaient vraiment, je ne sais pas, même peut-être féroces, mais très douce aussi, les deux à la fois. Ça m'intéresse toujours, la complexité, pour moi, ça c'est la vie. Et moi je veux me concentrer sur la complexité quand j'écris des livres et quand je considère le passé qui est tellement complexe. Et alors, j'y faisais allusion tout à l'heure en essayant de résumer votre livre. Ash part pour défendre la République, mais on a l'impression aussi qu'elle part d'une certaine manière pour
pour se trouver elle-même. Ce que je n'ai pas dit dans le résumé, c'est qu'il y a cette correspondance qu'elle entretient avec son mari, mais il y a aussi beaucoup de conversations imaginaires avec sa mère, qui est décédée au moment où l'action du roman démarre. Donc je voulais savoir, par rapport à ce personnage d'Ash, si c'est vraiment le désir d'aller défendre la République ou si c'est un désir beaucoup plus vaste qui l'a fait quitter la ferme de l'Indiana et Bartholomew. Bon, oui, c'est effectivement les deux à la fois. Parce que comme les États-Unis, c'est un pays qui est vraiment hanté par le passé. Mon personnage principal, c'est quelqu'un qui est très hanté par son passé personnel, son parcours personnel. Et surtout, la question de sa mère, qui était quelqu'un d'une grande puissance, mais qui, on va voir dans le roman, dans l'histoire, va pas tenir le coup à un moment très important. C'est donc encore un personnage très complexe. Oui, pour moi, c'était vraiment un désir d'évoquer que le passé est toujours là. Le passé est toujours fini, pour paraphraser ce grand écrivain William Faulkner. On est dans la salle William Faulkner, et c'est quelqu'un qui s'occupait beaucoup du passé, et ça aussi, ça me préoccupe. Dans le livre, si je peux me permettre, il y a aussi donc cet échange de correspondance, et elle trouve que Constance trouve que ses lettres à son mari sont assez banales, et par contre elle est émerveillée par le style de celle que lui envoie son mari, et par cette faculté qu'il a d'écrire un peu les odeurs annonciatrices de l'automne. Elle dit qu'elle en entendait jusqu'au bruit, et elle est extrêmement touchée par ça, alors qu'elle est au cœur de la violence. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est très touchant ce mélange d'ambiance et de... Voilà. Quand on lit les journaux intimes des soldats qui ont fait la guerre, on parle de la nourriture, on parle de la nature, on parle de son chez-soi. Et c'est vraiment doux et tendre. C'est toujours comme ça quand on lit. On ne parle pas des batailles. On dit oui, hier, on s'est battu un peu. Mais maintenant, on a du café. Maintenant, on a l'air fraîche sur nos visages. C'est vraiment très souvent, pas toujours, mais très souvent très, très tendre. Donc je voulais évoquer un peu ce constat que j'avais fait en faisant des recherches qui étaient tellement intéressantes et palpitantes même. Une dernière question peut-être. Choisir d'écrire une histoire qui se passe au 19e siècle, il y a 150 ans, c'était pour vous une nécessité de se plonger dans ce passé, ou est-ce que c'était aussi une manière d'y voir les échos possibles que le pays aujourd'hui pouvait avoir de cette période-là? Ah oui, non mais parler du passé des États-Unis, c'est parler du présent aussi. La guerre de sécession, on y retrouve tellement de thèmes qui sont dans l'actualité de nos jours. Des questions qui concernent les femmes. On a une femme qui se présente pour la présidence de notre pays en ce moment. Et puis il y a ces questions de race et de racisme qui étaient très à point il y a 150 ans. Pas grand-chose a changé, tellement de choses ont changé en même temps. Mais donc alors, parler du passé, c'est parler du présent pour moi. C'est toujours comme ça. Et bien voilà, on va rappeler les titres des livres. Donc celui de Learn and Never Home, traduit par Anne-Laure Tissu, est paru chez Actes Sud. Celui d'Atticus Leach, d'Atticus, on dit sans doute, hein, Leach, comment ?
Atticus, paru chez Buchet-Chastel, Parmi les loups et les bandits. Voilà, et traduit, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, voilà, parce qu'elle est là en plus et que je voudrais la mettre à l'honneur, Céline Leroy, voilà. Et puis le livre de Megan Abbott, Avant que tout se brise, paru aux éditions du Masque et qui a été traduit par Jean Esch. Voilà. Merci, ma chère Dominique, pour ce passage. Je sais que tu as fini pour ce soir et tu as bien le droit d'aller te reposer. T'en as encore 2? Non, c'est pas possible. Bon alors, à tout à l'heure peut-être. Et en tout cas, un grand merci aux auteurs présents sur ce plateau, qui vont de plateau en plateau. Et bien sûr à Christophe Daniel de la librairie La 25e heure, Paris 15e, qui nous a donné envie d'aller poursuivre cette rencontre avec les auteurs dans les livres. Je crois que personne ne sera déçu par aucun des 3 livres dont on a parlé aujourd'hui. Non, ils sont tous très bien et ils vont signer maintenant juste à côté. Hein. Voilà, merci. On a encore un dernier plateau ce soir, je vous rappelle que c'est le dernier, il n'y en a pas à 18h. Celui de 18h annoncé sur la grille horaire sera à 11h demain matin, comme c'était prévu au départ. Donc, nous avons un dernier plateau qui s'intitule Psychose avec Dan Chaon,